Donc on a mis 5 ans à peu près pour écrire ce livre avec Olivier Morel. À l'origine, c'est le CNRS qui nous a demandé un travail autour dans une collection sur la santé et sur les maladies. Et bon, déjà on pensait pas qu'on allait mettre 5 ans à écrire. Donc et l'un et l'autre, on a un boulot, des boulots, d'autres préoccupations. Donc ça a été un peu, un peu parfois galère parce que ça est tiré en longueur. Mais surtout, on voulait pouvoir sortir ce bouquin en 2021, 40 ans après les premiers articles qui étaient parus en 1981 autour d'une nouvelle maladie qui semblait sortir, arriver, surgir euh, aux États-Unis, à New York, à San Francisco, sur des cas de pneumocystis carini ou de maladies de Kaposi chez des jeunes gens qui avaient tous la particularité d'être homosexuels. Donc c'était quelque chose qui arrivait en 81. Moi j'avais 19 ans et j'étais à la faculté de pharmacie de Marseille et il surgissait quelque chose dans un monde, moi-même homosexuel, où on ne savait pas très bien ce qui allait se passer. Donc cette histoire, ce livre, à la fois, il est issu de nos cerveaux, mais de notre expérience à l'un à l'autre, parce que nous avons fait un parcours un peu similaire. Olivier a été directeur de aide à Montpellier, pendant que moi j'étais directeur de aide à Marseille, dans un premier temps, et puis j'ai fait un certain nombre de parcours sur une activité militante de lutte contre le sida pendant ces 36 dernières années. Donc, on voulait raconter l'histoire de cette lutte. Une histoire. Quelqu'un nous avait demandé, écrivez l'histoire du sida. Et il n'y a pas qu'une histoire. Il y a autant d'histoires différentes qu'il y a eu de malades, qu'il y a eu de soignants, qu'il y a eu de militants, qu'il y a eu de pays, qu'il y a eu... Donc du coup, ça aurait été extrêmement prétentieux d'envisager d'écrire l'histoire du sida, qui n'est d'ailleurs toujours pas écrite et pas terminée, malheureusement, parce qu'on aimerait bien avoir un point final. C'est pas le cas dans beaucoup d'endroits, y compris même chez nous, en France. Donc l'idée, c'était de pouvoir rendre accessible à la majorité des personnes ce que nous avions vécu, ce que les personnes avaient vécu, ceux qui étaient morts, emportés par le virus, avaient vécu, dans des périodes qu'on a tendance à oublier volontairement rapidement, parce que c'était des périodes abominables, c'était des périodes, tout le monde dit, c'est un peu quelque chose d'un lieu commun de dire que c'était des périodes, des années de cendres. Et effectivement, c'était des années de cendres, parce qu'il y avait beaucoup de crématoriums, on allait beaucoup accompagner des personnes dans un dernier voyage, dans un lieu qui est froid, où on fait, où il y a des cendres. Donc, c'était ça. La difficulté, c'était à la fois d'être extrêmement précis, juste, documenté, avec donc une très très grande biblio qui fait presque 150 pages, et à la fois accessible. Accessible pour que tout le monde puisse comprendre ce que nous avions vécu, ce que les personnes avaient vécu, les militants avaient vécu, et les personnes vivant avec le virus avaient aussi vécu à cette période-là où il n'y avait pas de traitement, pas d'organisation internationale telle que NUCIDA, qu'il n'y avait pas il n'y avait pas le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Donc tous ces organismes qui ont existé après et qui ont permis d'apporter à la fois des traitements dans des pays qui n'avaient pas les moyens d'en financer eux-mêmes, mais aussi d'essayer d'apporter de nouvelles lois pour lutter contre la stigmatisation, contre la discrimination, et surtout tout ça qui a été vécu dès le premier moment, puisque il faut quand même savoir que dès le début, la première chose qu'on a dit autour du VIH, c'est que c'était le cancer gay. Donc évidemment, c'était quelque chose qui était extrêmement stigmatisant. Après, on avait la période des 4H, hein, avec héroïnomane, haïtien, homosexuel, et hémophile. Donc c'était des mots qui, de toute manière, stigmatisaient les personnes. Donc on a voulu bien raconter comment ça s'est construit, comment le mouvement associatif de lutte contre le sida au niveau international s'est construit. Mais nous, on a surtout fait par l'angle français parce que sinon on serait au quatrième volume, parce que on peut pas être exhaustif, parce qu'on peut pas parler de tout. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir raconter cette histoire, à la fois avec des accents scientifiques et vérifiables et sûrs, mais aussi que ça n'ennuie pas les personnes. Donc c'est pour ça qu'on a agrémenté aussi de portraits, de portraits qu'on a appelé portraits sensibles. On a décidé de limiter à 10 portraits de militants qui sont morts,
racontés, faits, décrits par des militants qui sont vivants. Donc, moi, évidemment, d'abord j'ai fait toutes les interviews pour les portraits et j'étais dans l'histoire de ces portraits-là, dans les moments qu'on a passé avec les personnes qui ont raconté, moi, je suis euh, très impliqué dans ces moments-là parce que tous revivaient ces instants-là, parce que c'est des personnes qui étaient proches d'eux, qui ont été parfois emportées par le VIH, parfois c'est des douleurs qu'on ravive, etc. Euh, et évidemment, dire quel est celui qui m'a le plus euh, fasciné ou je sais pas, mais moi je suis sans être people, je suis très touché par Lynn Renault. Et donc les moments que j'ai passés avec Lynn pour raconter un peu sa relation avec Pierre Berger, qui a été donc président d'Arcade, puis après de Sidaction, c'était important parce que il y avait beaucoup de vérité, de sincérité, de spontanéité dans tout ce que a raconté Lynn. Et j'étais évidemment sous le charme, hein, donc, mais comme 67 millions de Français, donc du coup, c'est pas très original. Mais c'est vrai que être dans cette histoire-là, dans ce mouvement qu'elle continue à mener à 94 ans maintenant, hein, je trouve que c'est phénoménal. Et moi, quand je suis sorti de son rendez-vous, j'avais l'impression je me rappelle très bien dans le bus, de l'impression de voler dans le bus tellement j'étais heureux, touché, ému par ces moments-là. Elle est délicieuse et elle a raconté aussi beaucoup dans ce portrait son énervement face à Luc Montagnier, qui était un personnage agaçant, et avec beaucoup de sincérité. C'est-à-dire que c'est assez rare qu'on dise des choses parfois qui sont un peu dures, hein, parce qu'en France on a toujours tendance à privilégier une certaine diplomatie, et c'était pas le cas de cet entretien. Donc je trouve que c'était pour moi passionnant ces moments-là. J'ai une grande admiration pour Lynn, mais c'est vrai que ça a été très instructif et très passionnant de pouvoir retranscrire euh, tout ça. Euh, Ce moment-là aussi prouve qu'il y avait le monde artistique, qu'il y avait le monde de la recherche, qu'il y avait le monde médical, qu'il y avait le monde des associations, le monde des associations qui étaient surtout constituées par des personnes concernées par le VIH, affectées ou infectées, comme on disait. Et c'est vrai que ce mouvement n'allait pas de lui-même directement. C'est-à-dire qu'on était à une époque quand même où les mandarins exerçaient toujours. C'est-à-dire que donc il y avait quand même des gens à l'hôpital qui considéraient qu'ils étaient intouchables. Et ce qui a fait la différence au moment de l'arrivée du VIH en France, on peut considérer que c'est à partir des années 82 où il commence à y avoir un peu plus de cas. 83, c'est la découverte du virus, l'isolement du virus par Françoise Barré-Sinoussi et Pasteur. Donc il y a un certain nombre de personnes concernées. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est qu'il y arrivait des jeunes médecins, de jeunes internes, de jeunes chefs de clinique. Christine Catlama, donc présidente de la FRAVI, là, a été tout juste sortie de son internat et voyait hospitaliser dans son service des gens qui avaient son âge et qui allaient mourir parce qu'on savait tous à cette époque-là que toutes les personnes qui étaient hospitalisées à ce moment-là ne ressortiraient pas vivantes du service. Et elle me racontait, c'est dans le livre d'ailleurs, hein, que il y a des soirs où elle revenait à 11 heures dans le service, et il y a eu 5 morts en même temps, dans la même journée, dans le même service. 5 morts. Avec des gens parfois isolés, parfois la mère apprenant en même temps la maladie, la sexualité et le décès de son fils. Donc c'était dramatique, hein, c'était des moments dramatiques que l'on a même du mal à retracer et à revivre, à imaginer le revivre. Et même si la période qu'on vient de traverser a été une période dramatique pour l'ensemble des populations du monde, hein, avec le SARS-CoV-2 et la Covid, c'est pas du tout comparable. Il faut voir que ce virus de la Covid, bon, les personnes parfois l'attrapaient, quelquefois au bout de 3 jours avaient de la fièvre, au bout de 5 jours avaient un peu moins de choses, et au bout de 10 jours étaient tranquilles. Certains allaient mourir.
à peu près 2% des personnes concernées, touchées par le SARS-CoV-2 sont décédées. En 1983 jusqu'en 1996, 100% des personnes infectées par le VIH allaient mourir. Sans traitement, évidemment. L'histoire naturelle du virus, c'est 10 ans. Donc, s'il n'y avait pas eu de traitement, si les antiprotéases n'étaient pas arrivées en 1996, toujours 100% de la population concernée par le VIH, touchée par le VIH, mourrait. Donc, on ne peut pas complètement comparer cette épidémie qu'on vient de vivre, cette pandémie qu'on vient de vivre, avec celle qui n'est toujours pas terminée dans le monde. 40 millions de personnes sont décédées du VIH depuis le début de l'épidémie. 40 millions sont toujours vivants avec le virus dans le monde. Donc, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est important. Et on n'a pas su tenir compte, très certainement, des expériences qu'on avait pu mettre en place pour le VIH. C'est-à-dire cette mobilisation des communautés, des personnes touchées ou concernées, donc ou affectées, qui ont permis d'organiser un mouvement de lutte et de plaidoyer à travers le monde, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays moins favorisés à travers le monde. Et ça, on le regrette parce que si la société civile avait été plus impliquée pour la Covid, très certainement on aurait évité tout ce qu'on a vécu un peu de partout, ces mouvements de lutte contre la science. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, en plus, moi, je parle d'une ville qui a été particulièrement touchée par le complotisme et les divagations d'un druide à Marseille, donc Raoult et son hydroxychloroquine, dont on sait que ça n'a jamais marché et qu'on l'a su très tôt, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois en 2020, aux alentours du mois d'avril-mai, on savait très bien que ça ne marchait pas et ça a perduré pendant des mois et des mois jusqu'à faire des morts. Et donc s'il y avait eu pas seulement face à ces personnes-là le monde scientifique qui n'arrivait pas à se mettre d'accord de toute manière, s'il y avait eu aussi des associatifs, s'il y avait eu aussi la société civile, s'il y avait eu des comités d'intérêt de quartier, des associations sportives informées et avec des personnes qui pouvaient porter une parole de communautaire, de pairs, ça aurait certainement changé la donne et l'acceptation. L'acceptation du vaccin, on peut dire qu'il y a eu un petit fléchissement, mais avoir réussi à vacciner 90% des Français, c'est déjà un tour de force phénoménal. Donc, je ne sais pas si on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais en tout cas, on aurait pu éviter un discours qui a un peu pourri l'ambiance dans notre pays en particulier. Donc, c'est ça. Ce regret, c'est de ne pas avoir tenu compte du passé, de l'expérience que le sida nous a apporté pour le Covid, mais aussi pour la santé mondiale et globale, c'est-à-dire la participation des personnes. Donc, ce qu'on appelle la démocratie sanitaire maintenant, c'est-à-dire que les personnes, les usagères du service de santé, les patients, les malades, doivent aussi participer à des instances décisionnelles et faire en sorte qu'on puisse attendre leur voix. Une petite confidence là-dessus sur ce que je pense moi, c'est que la démocratie sanitaire a été initiée par des poches de sang que qu'ACT UP jetait sur les murs du ministère de la Santé à Paris. Et j'ai tendance à passer, et je baisse la voix en disant ça, que c'est peut-être plus efficace qu'une démocratie sanitaire organisée avec une ARS qui valide les participants, avec quelque chose d'institutionnalisé, alors que là, c'était la rage qui menait, et la rage qui mène à la démocratie sanitaire, c'est parfois plus efficace que tout ce qu'on peut organiser lorsque c'est l'institution qui décide. Qui es-tu? Qui je suis? J'avais oublié. J'ai même oublié qui je suis. Donc moi, je suis à la base, je suis pharmacien. Donc j'ai fait une formation de pharmacien ici à Marseille. Et puis justement, pendant mes études de pharmacie, en 1985, le 6 décembre 85, Willy Rosenbaum, le professeur Rosenbaum, est descendu à Marseille avec Daniel Defer, qui était le fondateur d'une association qu'on ne connaissait pas, qui s'appelait AIDE, qui avait été créée en octobre 84 à Paris au décès de Michel Foucault, qui était le compagnon de Daniel Defer. Donc ils sont venus dans une salle juste en face de là où nous nous trouvons, à quelques centaines de mètres, au château des Fleurs, et venir parler du sida. Donc, avec quelques camarades de la faculté, on s'est retrouvés là.
je finissais ma 5e année, je crois, et donc du coup, quand j'ai terminé au mois de juin, j'allais rejoindre Aide, et donc c'était juin 86, il y a 36 ans. Et donc du coup, je suis rentré dans ce mouvement qui m'a porté, que j'ai porté. On était une vingtaine à l'époque, hein, donc pour finir 1500 en 1995, toujours dans ce même lieu pour les Assises nationales de Aide. Entre-temps, j'étais donc directeur de Aide. J'ai fait des essais thérapeutiques à Londres sur les antiprotéases en 1990, 91, 92, donc qui a mené à la commercialisation de ces antiprotéases en 1996. Et après, successivement, j'ai directeur de Aide, directeur du CLIPS Île-de-France, et puis j'ai rejoint président de Vers Paris sans sida, lorsque la déclaration de Paris a été faite par ONU-SIDA, IAPAC et la mairie de Paris, dirigée par Anne Hidalgo. Et puis j'ai rejoint ma ville, encore une fois, à la faculté de médecine, dans une unité de recherche comportementale et de recherche communautaire, le CESTIM, à Marseille, où je suis depuis 6 ans maintenant. Donc, on travaille surtout avec les populations clés, entre autres un gros projet qui s'appelle Trans et VIH, où on se préoccupe de la qualité de vie et des besoins des personnes trans, et en même temps sur la construction d'un centre de recherche de soins intégrés et d'action communautaire au Mali, à Bamako, pour essayer d'impulser une science et une recherche communautaire sur le terrain en Afrique subsaharienne. Voilà, résumé en quelques lignes, mes 60 ans de vie. Très riche. Enfin, on essaie. Merci beaucoup, Michel. Merci, Moncef. À lire absolument.